Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées et chaque lundi à la mi-journée en direct entre 13h30 et 14h pour un supplément d'analyse macro et d'analyse politique américaine. Côté macro, c'est Nadia Garbi qui nous accompagnera dans un instant, économiste chez Pictet Wealth Management, avec des banques centrales qui restent plus que jamais au cœur des marchés, au cœur des anticipations de marché. Parmi les dernières prises de parole significatives ce week-end, une interview du chef économiste de la BCE à la presse italienne, Corriere della Sera. Philippe Lane s'est exprimé pour indiquer que la BCE aurait d'ici le mois de juin des données clés lui permettant de statuer sur une éventuelle première baisse de taux que l'on voit venir donc au cours de ce premier semestre, plutôt à la fin de ce premier semestre si on entend Philippe Lane aujourd'hui. Que dire du tempo dans lequel la Banque Centrale Européenne s'inscrit en matière de baisse de taux? Nous en parlerons donc avec Nadia Garbi dans un instant. L'actualité américaine chargée bien sûr sur le plan politique évidemment, avec le caucus de l'Iowa aujourd'hui qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate républicaine pour l'élection présidentielle. Et puis côté industrie et entreprise, une véritable crise profonde peut-être chez Boeing après l'accident du 6 janvier, la mise en cause d'un 737 MAX 9 opéré par la compagnie Alaska Airlines. C'est peut-être une crise plus profonde encore que traverse Boeing aujourd'hui. L'analyse de Pierre-Yves Dugas à suivre d'ici quelques minutes au démarrage d'une semaine qui se fait en l'absence majoritairement des investisseurs américains puisque les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui en ce jour de commémoration de Martin Luther King. La semaine sera marquée par quelques statistiques, les ventes au détail aux États-Unis qui apporteront un complément d'information après les données d'emploi et les données d'inflation que l'on a pu avoir ces dernières semaines. Et puis du côté des entreprises, la montée en puissance de la séquence de résultats, des résultats annuels qui seront publiés de manière encore assez parcellaire. Il faut le dire, au cours de cette semaine, nous aurons demain encore de grandes banques américaines qui publieront, Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs. Et puis un peu plus tard dans la semaine, nous aurons les premières indications en matière de consommation discrétionnaire après un warning la semaine dernière du britannique Burberry. On verra ce que le groupe Richemont, notamment la maison mère de Cartier, pourra nous dire ce jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats. La macroéconomie et les banques centrales pour entamer cette demi-heure d'émission chaque lundi sur Bismart dans Smart Bourse. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. On a pu lire l'interview, les extraits de l'interview de Philippe Lane donnée ce week-end au Corriere della Sera. Le chef économiste de la Banque Centrale Européenne prévient qu'une BCE qui se mettrait à assouplir trop vite ses conditions monétaires pourrait prendre un risque contre-productif face à la lutte contre l'inflation qui reste l'objectif. Philippe Lane qui précise que la BCE aura des données clés d'ici le mois de juin pour prendre une décision sur une éventuelle première baisse de taux. Comment est-ce qu'on traduit le langage du banquier central en langage clair Nadia, de quoi parle précisément Philippe Lane quand il évoque des données clés que la BCE pourrait avoir d'ici le mois de juin? Oui, alors c'est vrai que la Banque centrale européenne reste prudente et voit tout de même des facteurs qui pousseraient ou qui maintiendraient l'inflation à un niveau élevé, et notamment l'inflation service. Et ces fameux indicateurs, c'est principalement des indicateurs liés à la croissance des salaires qui restent la donnée clé pour ces prochains mois. Et d'ailleurs, il était intéressant de noter ce que disait Philippe Lane, c'est qu'au fond, les données du premier trimestre importantes de salaire ne seront disponibles qu'à la fin du mois d'avril. Donc on voit vraiment une BCE focalisée sur cette croissance des salaires qu'elle veut autour des 3%. Pour la BCE, il faut se rappeler qu'un niveau de croissance des salaires de 3% est ce qui est compatible avec un taux d'inflation de 2%. En 2023, on était à 5%. On va avoir un ralentissement cette année. La question est de savoir si ce ralentissement sera suffisant. Et la BCE vraiment focalise sur ce dernier kilomètre de désinflation, comme le disait
Isabelle Schnabel, que ce dernier kilomètre de désinflation soit franchi et qu'elle soit sûre d'avoir une inflation qui se dirige vers 2% avant d'assouplir sa politique monétaire. Sur le plan des salaires et des données dures, notamment, Nadia, ce qu'on a pu observer aujourd'hui en zone euro, c'est quand même une forte progression des coûts unitaires du travail, comme on dit, avec une grande faiblesse, voire une absence de croissance en matière de productivité. Est-ce que ce phénomène peut se prolonger, selon vous, sur les prochains mois et les prochains trimestres en zone euro ? Oui, c'est un phénomène qui peut effectivement se prolonger. Et d'ailleurs, pour la BCE, au fond, si on a une productivité de 1%, un taux d'inflation de 2%, ça équivaudrait à une croissance des salaires autour des 3%, ce qui est compatible avec une inflation de 2%. Donc oui, on pourrait avoir ce phénomène qui se prolonge avec une croissance qui reste très faible en zone euro ces prochains trimestres. Bon, sur le plan de l'inflation en tant que telle, si les pressions salariales, si le coût unitaire du travail est encore amené à progresser, est-ce que la BCE peut compter sur, une attitude des entreprises qui serait différente en matière de fixation des prix, Nadia? Ça a été un grand sujet et c'est un grand sujet encore de débat chez les économistes et les banquiers centraux. L'inflation générée par les profits ou générée par les marges des entreprises, est-ce que ce phénomène-là est amené à se dissiper devant nous? Oui, je pense qu'il est amené à se dissiper dans la mesure où c'est vrai que la BCE actuellement essaie vraiment d'ancrer les anticipations d'inflation. On a tout de même dans les négociations, en tout cas ce qu'on voit en Allemagne, c'est qu'au niveau des négociations salariales, on a tout de même moins de poids de la part des salariés à demander des hausses de salaire forte, étant donné ce contexte de croissance très faible, mais surtout de désinflation. Donc je dirais qu'on a peut-être moins ce phénomène en 2024. Justement, en Allemagne, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce sont des données encore très préliminaires qui seront affinées évidemment au fil du temps, mais on a eu la première estimation globale de la croissance ou de l'absence de croissance plutôt en Allemagne sur l'ensemble de 2023, moins 0,3%. Moins 0,3%, ça semble également être la première estimation qu'on peut avoir pour la croissance allemande sur le seul quatrième trimestre. Je note que, invariablement, les estimations de chaque trimestre sont révisées à la hausse ultérieurement. Ça a été encore le cas pour le PIB allemand du troisième trimestre qui sortait à moins 0,1% selon la dernière estimation et qui, après une première révision, vague de révision, ressort finalement à l'équilibre, à zéro. Ça n'est pas très glorieux, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours l'idée qu'on surestime peut-être les problèmes de l'économie allemande. Quelle est la balance que vous faites aujourd'hui, Nadia ? Oui, alors c'est vrai que ça reste une croissance très faible, bien en deçà du potentiel allemand. C'est vrai que c'est bien de noter qu'on a des révisions à la hausse. Ce n'est pas seulement le cas en Allemagne, dans plusieurs pays depuis la pandémie, on a des chiffres de croissance qui sont souvent révisés à la hausse. Maintenant, ça reste une croissance très atone avec une économie qui flirte au fond avec la récession à chaque trimestre. Alors c'est vrai que là, on évite une récession technique, donc de 2 trimestres consécutifs négatifs, mais tout de même, ça reste une croissance très faible et surtout, c'est difficile d'être optimiste sur l'Allemagne pour cette année, avec un contexte politique qui reste compliqué et où on voit que la prise de décision dans une coalition très fragmentée et difficile. On a une politique fiscale qui s'annonce plus restrictive qu'attendue. Et on a aussi une industrie qui reste au fond pénalisée par ces coûts de l'énergie qui restent élevés, mais aussi par une demande externe qui pour l'instant est en berne. Donc il faut vraiment il faut un changement, je dirais, important de politique, notamment industrielle en Allemagne, mais dans un contexte politique compliqué, ça paraît un peu difficile. Ça pourrait prendre du temps. Je note effectivement qu'un des facteurs ou un des moteurs qui a été pénalisant pour la croissance en Allemagne en 2023, c'est l'investissement, justement, Nadia. Oui, tout à fait, avec un climat d'incertitude, un manque de visibilité de la part des entreprises allemandes sur la politique énergétique, la politique industrielle, plus faiblesse de la demande externe. Donc c'est une combinaison de facteurs qui n'est pas propice
à l'investissement pour les entreprises allemandes. Quand on regarde le calendrier des banques centrales, et je le dis effectivement, le calendrier est important en la matière. On a une prochaine réunion de la BCE, si je ne dis pas de bêtises, le 7 mars, c'est ça. Ensuite, le 11 avril, le 6 juin. Les réunions de mars et de juin étant les réunions qui amèneront également les nouvelles projections du staff économique de la Banque centrale européenne. Vous êtes positionné chez Pictet plutôt pour un démarrage, une première baisse de taux le 6 juin, à l'occasion de ce meeting-là. Nadia, le risque d'avoir une BCE qui entrerait en action plus tôt, est-ce que c'est un risque important ? Oui, c'est un risque important et je dirais qu'on va surtout regarder les données d'inflation. Si au fond on a des surprises à la baisse dans les prochains chiffres d'inflation, je pense qu'on va aussi assister à un repricing de marché et à plutôt des attentes de baisse de taux en avril plutôt qu'en juin. Donc je dirais que c'est un risque important. Il faudra aussi surveiller bien sûr la croissance et les prochains chiffres, notamment d'enquête et de croissance du produit intérieur brut. Bon, en tout cas, la communication du 7 mars, alors je skip la réunion de fin janvier, mais la communication du 7 mars sera sans doute importante avec les nouvelles projections économiques et on verra si l'inflexion dans le discours de la Banque centrale européenne sera déjà matérielle à l'occasion de cette réunion clé du 7 mars prochain pour la Banque centrale européenne. Je rappelle, il y aura une décision, enfin en tout cas une réunion en janvier, le 25 janvier, pour la Banque centrale européenne, qui sera suivie par la Réserve fédérale américaine, qui se réunira, elle, les 30 et 31 janvier. J'écoutais Christine Lagarde en fin de semaine dernière à la télévision française. Une interview très politique, on peut le dire, Nadia, avec le regard de la présidente de la BCE, notamment sur la perspective de voir Donald Trump accéder à nouveau au pouvoir aux États-Unis cette année. Elle estime qu'une nouvelle élection de Trump serait une menace explicite pour l'Europe. Du point de vue de la présidente de la Banque centrale européenne, qu'est-ce que ça veut dire, Nadia ? Je dirais que pour une économie ouverte comme la zone euro, c'est vrai que l'élection de Donald Trump injecterait un peu plus d'incertitude dans la politique commerciale, dans les liens entre Europe et États-Unis. Donc ça, ce serait une première incertitude et aussi potentiellement un risque, je dirais, baissier sur la croissance et haussier sur l'inflation. En plus, on est dans une année, au fond, en Europe, où on a ces élections européennes, où on aura un Parlement qui sera en train de se former, de se construire durant les élections américaine et qui sera peut-être pas forcément à même de tout de suite contrer les attaques de Donald Trump s'il venait à être élu. Donc je dirais que c'est plus d'incertitude dans un contexte déjà compliqué pour les Européens. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage macro sur les enjeux européens, les enjeux de la zone euro spécifiquement. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Voyons ce qu'en pense à présent Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour cette édition de la mi-journée et ce quart d'heure américain hebdomadaire, notre correspondant américain en visioconférence avec nous. Pierre-Yves, on parlera politique, évidemment, je pense qu'on va en parler chaque semaine à présent avec vous jusqu'aux élections de novembre, mais un mot quand même de l'industrie et de la crise industrielle peut-être profonde que traverse Boeing aujourd'hui, après, alors effectivement, l'accident spectaculaire du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines le 6 janvier dernier, cette porte qui s'est arrachée au moment du décollage, dans la phase de décollage à plusieurs milliers de pieds d'altitude déjà, Pierre, c'est pas juste un problème du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines visiblement. Écoutez, depuis cette catastrophe et depuis le début de l'enquête qui est menée par le Bureau fédéral des accidents, organisme indépendant de Federal Aviation Administration, organe donc indépendant de l'organe de régulateur de Boeing, trois éléments nouveaux sont intervenus. D'abord, d'un point de vue purement commercial, la Chine, très très discrètement, les clients chinois du Boeing 737, qui étaient tout contents de recevoir bientôt leurs nouveaux appareils, font savoir
avec un profil relativement bas car ils sont très embarrassés, qu'ils ne vont pas exploiter ces avions tout de suite, ils vont procéder à de longues inspections qui sont d'ailleurs exigées dans un second temps par les autorités réglementaires chinoises. Il avait fallu 4 ans pour que la Chine accepte à nouveau les 737 MAX à la suite du deuxième accident tragique de Ethiopian Airlines. C'était il y a 1 an, en janvier 2023, la Chine acceptait à nouveau ces avions. Donc de nouveau, suspension de l'exploitation des 737, quel que soit leur modèle, des 737 MAX, pardon, quel que soit leur modèle, nouvelles inspections. Commercialement, Boeing n'avait pas besoin de ça. Et ça intervient bien évidemment dans ce contexte des relations commerciales et politiques qui sont très très tendues entre Pékin et Washington. Deuxième élément nouveau, la FAA, donc le régulateur de l'aviation civile américaine, a lancé un audit général de toutes les pratiques de fabrication et d'inspection des avions neufs de Boeing. Ce qui est stupéfiant, on pourrait presque dire maléfique, c'est que jour pour jour, le 6 janvier 2021, donc 3 ans avant l'accident tragique d'Alaska Airlines, le département de la justice signait avec Boeing Deferred Prosecution Agreement, un argument de poursuite différée qui prévoyait que Boeing ne soit pas poursuivi au pénal, que personne n'irait en gros en prison chez Boeing, à condition que Boeing, verse beaucoup d'argent aux constructeurs et aux familles des victimes, un petit peu aussi sous forme punitive au département de la justice, pas beaucoup d'ailleurs, moins de 250 millions, et que pendant ces 3 ans, Boeing se plie à un respect extrêmement strict de tous ces nouveaux engagements de vérification, de sécurité, etc. À quelques heures près, Boeing allait être libéré de cet engagement et l'accident tragique d'Alaska Airlines, qui n'a fait aucune victime, c'est vrai, est intervenu. Il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans le timing de cette affaire, parce que du coup, tout cet accord de poursuite différée est à nouveau suspendu et on attend de voir ce que le régulateur américain peut éventuellement trouver dans les promesses qui sont censées avoir été tenues par Boeing depuis 2021. Et bien évidemment, ce fournisseur de ce panneau qui cache la porte, société de Wichita, Kansas, Spirit AeroSystems, qui appartenait jusqu'en 2005 à Boeing, dont Boeing s'est débarrassé parce qu'à cette époque-là, on vendait tout ce qu'on pouvait au private equity en pensant pouvoir dégager Boeing de toutes ses contingences industrielles pour se concentrer sur l'innovation et le marketing. Énorme erreur industrielle de la vie générale maintenant. Cette porte, ce panneau a été assemblé, c'est vrai, dans le Kansas, comme l'essentiel du fuselage du 737 MAX 9, ensuite mis sur un train et 1500 miles plus loin, ce panneau est à nouveau enlevé dans l'usine de Renton par Boeing pour installer à l'intérieur de l'avion tous les équipements. Donc il n'est pas évident que la société Spirit AeroSystems soit responsable de ces boulons que l'on a retrouvés dans une dizaine d'avions neufs et qui ont été mal serrés. Peut-être que c'est directement la responsabilité des ouvriers de Boeing, ça l'enquête va le dire. Crise grave quand même, hein. Dès qu'on touche à des questions de safety, de sécurité, dans une industrie comme l'aéronautique, évidemment, ça peut aller loin, très loin, et le marché en a bien conscience, puisqu'on a déjà un cours de bourse de Boeing qui est en chute de plus de 15% depuis le 1er janvier, hein, sur les premières semaines de janvier, depuis l'accident du 6 janvier dernier. Voilà pour la page industrielle. Venons-en à la page politique, Pierre-Yves, avec déjà une nouvelle importante, puisqu'on a beaucoup parlé du risque de shutdown, de fermeture des administrations américaines qui pesait encore en ce début d'année aux États-Unis. Une nouvelle loi de dépenses a pu être votée au Congrès pour repousser cette échéance jusqu'au mois de mars. Peut-être. Je vous vois lever le doigt, Pierre-Yves. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il faut que ça intervienne avant vendredi minuit. Au Sénat, c'est faisable.
à la Chambre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Le nouveau speaker de la Chambre, M. Mike Johnson, a accepté quelque chose qui a mis en colère. Alors, il est vrai qu'ils se mettent en colère très facilement, la douzaine de Trumpistes à la Chambre, qui les a mis en colère. Il a repris à son compte le compromis qui avait été négocié l'an dernier entre son prédécesseur, Kevin McCarthy, et le président Biden, pour fixer les dépenses discrétionnaires à 1 660 milliards de dollars. Juste un petit pas en arrière, ces dépenses discrétionnaires ne concernent que ce que le Congrès doit explicitement voter ou tolérer. L'essentiel des dépenses fédérales américaines échappe à ce contrôle, c'est plus de 4 000 milliards de plus. En acceptant cela, le principe de ce plafond de 1 660 milliards, ce que Michael Johnson essaie de faire, c'est de respecter la Constitution américaine et les procédures classiques qui veulent que les 12 lois de finances qui constituent le budget soient votées par les deux chambres dans les deux cas. Plutôt que le système qui est effectivement en vigueur depuis des années, où on ne les vote jamais, mais on vote une énorme loi qui met tout dedans, cette fameuse Omnibus Bill, avec des tas de compromis, plus ou moins d'ailleurs cachés et illisibles, des lois de 2000 pages que personne ne peut lire. Alors c'est très bien en principe, et c'était nécessaire parce qu'en reprenant ce compromis négocié l'an dernier avec Joe Biden, on évite les coupures automatiques. Et il y a des conservateurs au sein des partis républicains qui ne voulaient pas qu'on ait des coupes automatiques dans le budget militaire. Le problème, c'est que pour mettre en place ce système de vote des 12 lois, il faut beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps d'ici vendredi de négocier tout ça. Donc il va falloir rallonger la sauce encore du temporaire jusqu'à début mars par une nouvelle Continuing Resolution qui probablement sera passée au Sénat, mais qui à la Chambre va être difficile à passer. Parce que, alors là c'est de l'arithmétique, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça, la très courte majorité républicaine à la Chambre est en train de fondre comme neige au soleil. Et Dieu sait s'il fait froid en ce moment à Washington. Pourquoi ? Kevin McCarthy est parti. Donc, une voix républicaine de moins dans cette courte majorité républicaine. George Santos a été exclu. Donc, il n'est plus là pour voter avec les républicains tant qu'il n'a pas été remplacé dans sa circonscription de l'État de New York. Et on a un troisième, Johnson, Bill, cette fois-ci, de l'Ohio, qui le 21 janvier va partir en retraite. Les républicains ne peuvent plus supporter que 2 abstentions dans leur propre camp s'ils veulent faire passer une résolution continuelle. Donc ils vont avoir besoin plus que jamais de quelques voix démocrates. Et cette fois-ci, les démocrates sont prêts à sauver la peau, au moins jusqu'au début mars, de Kevin McCarthy. Mais c'est l'humiliation suprême pour Mike Johnson, de devoir compter sur le bon vouloir de quelques démocrates pour sauver sa peau jusqu'au début mars. Un point important. Mike Johnson parle régulièrement au téléphone avec Donald Trump. Donald Trump, a priori, ne souhaite pas qu'il y ait de shutdown pendant les primaires du New Hampshire la semaine prochaine et reporte au mois de mars un éventuel shutdown. Je pense que une des clés pour comprendre ce changement de calendrier, cette réduction de majorité républicaine, c'est l'acquiescement très discret de Trump pour éviter le shutdown pour le moment. Mais on en reparlera au mois de mars. Oui, parce qu'il serait très content de voir, comment il l'a dit, voir l'économie américaine se cracher dans les 12 mois. Après, il y a quand même un peu de tactique et de calendrier électoral qu'il faut considérer effectivement dans ces affaires à Washington et au Congrès. Pierre-Yves, un mot effectivement du coup d'envoi, donc avec le caucus de l'Iowa qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate républicaine pour cette élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? Alors j'ai vu que Chris Christie avait quitté la course, jeté l'éponge. Est-ce qu'il a soutenu un ou une candidate potentielle à cette élection? Et que peut-on dire du trio de tête? Alors avec Trump très devant et Nikki Haley en seconde position pour ce caucus de l'Iowa. Alors la semaine dernière, je vous disais, la course dans l'Iowa, c'est la course pour le numéro 2. Est-ce que ça sera DeSantis ou Nikki Haley? A priori, Nikki Haley va devancer DeSantis. Je ne serais pas surpris que DeSantis laisse tomber. C'est ce que vous disiez, s'il n'est pas numéro 2 sur l'Iowa ou New Hampshire, il jettera l'éponge directement. Ce serait en tout cas le choix rationnel pour Ron DeSantis.
Absolument. S'il est troisième dans l'Iowa, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, il a le soutien d'un gouverneur assez populaire local. Et alors peut-être attendra-t-il le New Hampshire pour voir s'il arrive à sauver les choses. Le départ de l'ancien gouverneur du New Jersey est une bonne nouvelle pour Nikki Haley parce que c'est un républicain relativement modéré par rapport à Trump en tout cas. Et l'essentiel des gens qui s'intéressaient à Chris Christie se reporteront sur Nikki Haley, en particulier dans le New Hampshire. Et l'espoir, bien sûr, de Nikki Haley serait de battre Donald Trump dans le New Hampshire ou de s'approcher considérablement de lui, ce qui, d'après les sondages, n'est pas encore le cas. Mais de plus en plus, on pense que si quelqu'un peut battre Donald Trump, ce qui apparaît peu vraisemblable, mais si quelqu'un peut le battre, ça serait Nikki Haley. Bon, eh bien, nous suivrons ça, effectivement, au fil de l'eau, avec voilà, ce jour symbolique et ce caucus de l'Iowa qui lance de facto la course à la candidature républicaine pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart et à retrouver, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.